On va passer au conférencier suivant, puis après ça, on va avoir une période de questions là, à la fin. Je vous invite à garder vos questions. Donc, le prochain conférencier que j'invite de partager son écran, Fabien Saint-Pierre, qui nous présente son étude qui s'intitule Facteurs influençant la régénération des chemins forestiers en forêt boréale, implications pour la restauration de l'habitat du caribou forestier. À toi, Fabien. Merci, Martin Hugues. Est-ce qu'on voit mon écran? Parfait. Donc, merci tout le monde d'avoir assisté à ma présentation aujourd'hui qui porte sur une partie de mon projet de maîtrise que j'ai fait sous la supervision de Pierre Drapeau et Martin Hugues. Donc, parmi toutes les pressions qui pèsent sur le caribou forestier, il y a le cas des perturbations anthropiques linéaires qui contribuent de façon majeure à la perturbation totale de l'habitat du caribou, et ce, à l'échelle du Canada. Dans l'ouest du Canada, la principale forme de perturbation anthropique linéaire va plutôt être les corridors d'exploration sismique, alors que dans l'est du Canada, comme ici au Québec, la principale forme de perturbation anthropique linéaire dans l'habitat du caribou, c'est les chemins forestiers. Et donc, il y a plusieurs études qui ont montré récemment les différents effets négatifs de ces structures-là sur le caribou. Notamment, les perturbations anthropiques linéaires vont faciliter le déplacement des prédateurs et vont donc conséquemment être sélectionnés par ceux-ci. Et il a même été montré que le taux de rencontre entre le caribou et le loup augmentait le long des structures anthropiques linéaires. Mais la régénération feuillue qu'on peut trouver en bordure peut aussi potentiellement être attirante pour les ours et pour l'orignal. Et donc, globalement, les perturbations anthropiques linéaires vont avoir des effets négatifs sur la survie du caribou. Et le caribou, en réponse, va un peu éviter ces structures-là. Donc, devant tous les effets négatifs de ces perturbations-là, il y a un nombre croissant d'études qui ont été réalisées afin d'un peu déterminer comment les structures anthropiques linéaires se régénèrent suite à leur utilisation par les différentes industries. Et la majorité de ces études-là ont été faites dans le cas des lignes d'exploration sismique dans l'ouest du pays. Par contre, il y a très peu d'études qui se sont penchées sur le cas spécifique de la régénération des chemins forestiers, et encore moins dans l'est du Canada, comme ici au Québec, où, encore une fois, les chemins forestiers représentent la principale forme de perturbation anthropique linéaire. Et donc, on peut se demander, après leur utilisation par l'industrie, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un chemin forestier va se régénérer d'une certaine façon ou ne va pas se régénérer? Comme on peut voir sur les photos ici, la régénération n'est pas pareille entre tous les chemins. Et donc, l'objectif de mon étude était tout d'abord de caractériser la composition de la régénération des chemins forestiers, mais aussi, dans un deuxième temps, mon étude visait à déterminer quels étaient les facteurs qui allaient venir ralentir ou empêcher l'établissement de la régénération naturelle des chemins forestiers dans l'habitat du caribou. Donc, pour répondre à ces objectifs-là, on a sélectionné 56 tronçons de 1 km de chemins forestiers dans 3 différentes régions au Québec. Et on a fait, à l'été 2019, des inventaires de végétation sur chacun de ces tronçons de chemin-là. Donc, on a entre autres fait 4 parcelles d'inventaire de végétation par chemin, ce qui nous a permis de récolter différentes variables. Donc, pour répondre au premier objectif, avec toutes ces données-là, on a fait une analyse canonique des correspondances où on a tenté de relier le nombre de tiges par espèce à différentes variables à grande échelle, comme par exemple le nombre de degrés jour de croissance, la proportion de différents types de peuplement, mais aussi à différentes variables à plus petite échelle, comme à l'échelle du chemin, par exemple la compaction du sol. Et ça nous a donné la figure qu'on a ici. Donc, on a un premier axe, l'axe des horizontales, qui explique 23 de la variation et qui est principalement relié au nombre de degrés jour de croissance, au nombre de degrés jour disponibles pour la croissance, plus on va vers la gauche, mais qui est aussi là, relié à la proportion de forêts de conifères qui entoure un chemin quand on va ici vers la droite. On a un deuxième axe horizontal qui lui expliquait vertical, qui lui expliquait 8 de la variation et qui était principalement relié à la proportion de milieux humides autour d'un chemin et à la pente du chemin. Donc, premier grand résultat, les chemins plus âgés, entourés d'une plus grande proportion de forêts conifères dans des régions où le nombre de degrés jour disponibles pour la croissance est moins important, avaient davantage de tiges de épinette noire et de sapin baumier qui composaient la régénération. Et ces chemins-là ressemblaient typiquement à ça ici. À l'inverse, les chemins plus jeunes, avec un sol plus compacté, qui se trouvaient dans des régions où le nombre de degrés jour de croissance était plus important, mais qui étaient aussi entourés d'une moins grande proportion de peuplement de conifères, ces chemins-là avaient une régénération dominée par les zones. Et ça ressemblait un peu à ça ici. Les chemins entourés d'une plus grande proportion de milieux humides, avec une pente plus faible, avaient davantage de tiges de mélèze poussant sur ceux-ci, et ressemblaient un peu à ça ici. Alors que les chemins avec une pente plus importante, entourés d'une moins grande proportion de milieux humides, avaient quant à eux un plus grand nombre de tiges de saules, de bouleaux à papier et de papier faux trempe qui poussaient sur leurs assises. Ils ressemblaient là un peu à ça, comme ça ici.
Donc, comment est-ce qu'on interprète tout ça? Ben, il semble avoir certaines conditions, comme un nombre de degrés jour de croissance plus important et un sol plus compacté, qui vont venir favoriser la croissance de l'aulne. Les études montrent que l'aulne, ça peut être un bon compétiteur des essences de conifères. Et donc, dans notre cas, ben, les conditions qui favorisent l'aulne, les conditions favorisant l'aulne ressemblent. La régénération des chemins avec des conditions qui favorisaient l'aulne ressemblait à la photo ici sur la droite. Et il n'y avait pas d'essence de conifères qui poussait. On se retrouvait avec des peuplements d'aulne vraiment denses, probablement puisque l'aulne, encore une fois, surcompétitionne. À l'inverse, les conditions comme un plus faible nombre de degrés jour de croissance et aussi une compaction plus faible, mais ça semblait favoriser la régénération d'essences de conifères, un peu semblable la régénération d'essences de conifères, pardon. Mais aussi la proportion de forêts de conifères autour du chemin avait un effet positif sur le nombre de tiges de conifères composant la régénération. Et ça, on peut expliquer ça par la disponibilité de la banque de graines pour la recolonisation. En fait, un chemin entouré d'une plus grande proportion de forêts de conifères, ben, la banque de graines qui l'entoure est davantage composée de conifères, donc la probabilité qu'une graine vienne coloniser l'assise est plus importante. Donc, on a un plus grand nombre de tiges de conifères qui composent la régénération. Mais aussi, un résultat important qu'on a montré, c'est que sous certaines conditions, il y a certains chemins qui vont suivre une trajectoire alternative de succession. En fait, bien qu'il y ait des chemins avec une régénération d'essence de conifères un peu semblable à un stade de pré-perturbation, et même certains chemins qui étaient difficiles à différencier du milieu environnant, il y a plusieurs chemins là, qui semblaient coincés dans un stade alternatif de succession d'essence feuillue. Et ça peut être problématique pour le caribou parce que les essences feuillues peuvent représenter une source de nourriture pour l'ours noir, mais aussi pour l'orignal. Finalement, 22 de nos parcelles n'avaient aucune tige qui poussait et donc demeurait libre de végétation. Ça, encore une fois, ça pourrait être négatif pour le caribou parce que les chemins libres de végétation favorisent le déplacement du loup-gris. Et donc, pour le deuxième objectif, que je rappelle, qui était de déterminer les facteurs qui peuvent empêcher la régénération, on a décidé d'utiliser deux paramètres de la régénération comme variable réponse. Donc, le premier paramètre qu'on a utilisé, c'est l'occurrence d'au moins une tige ligneuse avec un DHP mesurable au centre du chemin, donc une tige plus grande qu'1,30 m, un peu comme un proxy d'une restauration structurelle, donc le retour à une structure d'un état pré-perturbation. Mais on a aussi décidé d'utiliser le pourcentage de couvert latéral comme étant un proxy d'une restauration fonctionnelle. Donc le retour vers le rôle fonctionnel des peuplements d'origine qui est un peu d'obstruer le déplacement des prédateurs. Donc, pour chacune de ces variables réponses-là, on a bâti différents sets de modèles candidats dans lesquels on a testé différentes variables et on a sélectionné les modèles les plus parcimonieux. Et ça nous a donné ces résultats-là. Donc, ici, pour la première variable réponse, qui est le pourcentage de couvert latéral, on avait deux modèles également supportés. Et sur l'axe des X, on a ici l'écovariable. Et sur l'axe des Y, on a le coefficient. Si le coefficient chevauche 0, c'est non significatif. Donc, premier truc qu'on peut voir, c'est que dans les deux modèles, la compaction avait un effet négatif sur le pourcentage de couvert latéral. Mais dans le modèle 2, on peut aussi voir que plus la proportion de milieu humide autour d'un chemin était importante, moins le pourcentage de couvert latéral sur le chemin était important. Lorsqu'on utilise comme variable réponse l'occurrence d'au moins une tige plus grande qu'1,30 m au centre du chemin, bien, encore une fois, la compaction avait un effet négatif sur la régénération en utilisant cette métrique-là. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que la compaction apparaît avoir un effet négatif important sur l'établissement de la régénération des chemins forestiers. Et ça peut être expliqué par la littérature de la compaction des sols forestiers. En fait, la compaction va réduire la taille des pores, ce qui va réduire l'aération et la perméabilité des sols, mais ça va aussi augmenter la résistance mécanique et donc limiter la croissance racinaire des plantes. Et donc, si on prend tout ça ensemble, bien, un sol plus compacté empêche la régénération de s'établir. Mais le milieu environnant semble aussi pouvoir jouer un rôle sur la régénération, comme on a montré que les chemins entourés de plus grande proportion de milieux humides avaient un pourcentage de couvert latéral plus faible. Ça, on pourrait expliquer ça par le fait que la régénération des perturbations dépend de la banque de graines environnantes. Dans nos régions, les milieux humides, les principales essences qu'on y retrouvait, c'était l'épinette noire et le mélèze. Donc, un chemin qui est entouré de plus grande proportion de milieux humides, ben, il y a davantage de mélèze et d'épinette noire qui composent la banque de graines environnante. Donc, on a une banque de graines d'épinette noire et de mélèze disponible. Par contre, la surface d'un chemin compacté et plate, ça représente un mauvais lit de germination pour ces essences-là. Donc, même si on a des graines autour pour coloniser le chemin, elles ne peuvent juste pas s'y établir. Et donc, le pourcentage de couvert latéral demeure faible. Et donc, en conclusion,
les chemins forestiers peuvent suivre des trajectoires de succession alternatives. Et donc, une fois qu'un chemin est utilisé par l'industrie et laissé un peu à l'abandon, il ne va pas nécessairement se régénérer en essence de conifères et retourner naturellement là, à un état de pré-perturbation. Puis, on a aussi montré que c'est important de maintenir à proximité des chemins des peuplements résineux si on veut maximiser la probabilité qu'un chemin soit colonisé naturellement par des essences résineuses. Et dans le cas où c'est impossible, ben, il semble important là, de manuellement planter des essences résineuses dans l'assise des chemins lorsqu'on les réclame. On suggère aussi que les chemins entourés par une plus grande proportion de milieux humides pourraient être priorisés en premier pour la restauration, comme ces chemins-là avaient un pourcentage de couvert latéral plus faible. Et donc, ces chemins-là sont potentiellement davantage... Alors, je recommence. Les chemins entourés de plus grande proportion de milieux humides ont une plus faible proportion, un plus faible pourcentage de couvert latéral et donc sont potentiellement sont favorisés pour le loup. Ils favorisent les déplacements du loup. Oui, excusez. Les chemins avec un faible pourcentage de milieux humides favorisent les déplacements du loup, donc on pourrait potentiellement les prioriser en premier pour la restauration. Pardon. Et finalement, ben, la compaction est le principal moteur d'établissement de la régénération des chemins forestiers. Et donc, il apparaît important de démanteler l'assise des chemins lorsqu'on fait de la restauration de l'habitat du caribou. Et dans le futur, ben, on pourrait prioriser des méthodes de construction des chemins qui vont limiter, qui pourraient limiter la compaction, comme par exemple peut-être l'utilisation de chemins d'hiver. Et donc, merci à tous les organismes subventionnaires, mais aussi merci à tout le monde du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs et de la CEPAC, sans qui ce projet-là n'aurait pas été possible. Et bon, ben, plus tard, si vous avez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Merci Fabien.